Sud Radio Midi, prenez la parole. Vous êtes bien sur Sud Radio avec Christine Bouillot et nos auditeurs au 0826 300 300. Et puis on commence tout de suite à partir dans les Yvelines à Limay avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vouliez revenir sur le baccalauréat, me dit-on? Oui, écoutez, moi quand j'ai passé le bac, alors j'ai 64 ans, je l'ai passé en 76. Déjà à l'époque, j'avais des doutes sur la validité du bac. Ah ouais. Pour être honnête, j'avais un avis défavorable au bac. Je lisais l'équipe au fond de la classe. C'est très bien. Pardonnez-moi, mais c'est très bien écrit l'équipe. C'est un très bon journal. Oui, je suis d'accord. Mais enfin, c'est quand même pas l'idéal. J'avais une prof de philo qui me disait que j'étais nul. J'avais eu 0, 0 et je sais plus 3. Enfin, elle s'appelait Madame Bonnefou. Enfin, j'espère qu'elle est encore en vie quand même. Moi, je l'appelais Bonnefolle parce que pour moi, elle était un petit peu borderline. Enfin, vous voyez, c'était... Et j'avais un avis défavorable à... La grâce, si vous voulez, c'est qu'en première, j'ai eu 13 à l'écrit en français, donc ça m'a quand même aidé. J'ai eu 9 points d'avance. C'était un miracle, parce que j'avais même pas fini un bouquin dans l'année. Le rouge et le noir, j'avais dû lire que le rouge, et il restait le noir à lire. Enfin, voilà, quoi. C'est votre talent naturel, faut dire ça, non? Pardon? C'est votre talent naturel. Oui, certainement. Et donc, je me suis présenté au bac. Il n'y a pas eu un grand miracle du premier coup quand même, parce que faut pas non plus être Superman. Mais à l'oral, je suis passé de 139 à 248. J'ai crevé le plafond de 240, voilà. Et c'est là que j'ai dit le bac B, parce qu'à l'époque, c'était le bac B et non pas le bac ES, je crois. J'ai dit, c'est un bac bidon. Bon, je vous avoue quand même que pendant 15 jours, j'ai fermé les volets. Avant l'oral de rattrapage, j'ai mis les bouchées doubles comme jamais je les avais mis quand même. Mais bon, ce qui me fait penser quand même, c'est quand j'entends maintenant le bac, je crois que le bac, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, surtout vous dans les médias, qu'il y a quand même une doxa, il y a une pensée maintenant mondiale, il faut être honnête, la pensée mondiale, d'égaliser les gens, de ne pas froisser. Aujourd'hui, tout est politisé, tout est ramené au racisme. Donc, on a une obsession de l'égalitarisme. On a une obsession de même donner le bac à des gens qui ont eu 6 et on va remonter les notes, parce qu'on sait ça, on remonte les notes, on remonte, à un tel point qu'on donne le bac, effectivement. Bien sûr. Alors, j'entends ce que vous dites, mais dans quel but au final tout ça? Pour une société égalitaire, je vous le dis honnêtement, on veut créer un monde unipolaire. Ça y est, il faut le comprendre. Avec une langue, ça me fait penser d'ailleurs à Babel, avec une langue que tout le monde va utiliser, qui est l'anglais, faut pas se leurrer non plus, c'est le deuxième passeport. Donc on va mélanger les blancs, les noirs et machin, et c'est un rêve humaniste, attention, je dis pas que ça part pas d'un mauvais sentiment. Mais si ça déprécie les choses, si on dit plus la vérité aux jeunes, si on leur dit tout va se faire dans la facilité, tu n'as plus besoin d'être musicien, tu peux être sur les réseaux sociaux, faire des contacts, trouver des musiciens. Vous voyez ce que je veux dire? Notre génération, nous, dans les années 70, 80, par exemple, je connais un peu la musique, les mecs, ils jouaient 8 heures par jour. Moi, mon prof que j'ai eu à Los Angeles, au bout d'un an, il faisait l'école buissonnière, il jouait 8 heures. Et le type, il s'est retrouvé 1 an ou 2 ans après à la GIT à Los Angeles avec sa cassette. Ouais. Et aujourd'hui, non. Tout est au nom du dieu digital, tout est facile, tout est easy, et il faut faire du fric, quoi qu'il arrive. Ça, c'est des fondements, c'est des sables mouvants. Et le bac n'est qu'un aspect des choses. Le bac est vraiment... Pour moi, je vous le dis pour finir là-dessus, pour moi ça dépasse la France. La France, elle est dépassée. Macron est juste un rouage là-dedans. C'est une doxa, c'est une pensée qui vient de cette pensée universaliste qui vient à mon avis plus de l'ONU et de tous ces comme disait De Gaulle, ce vieux machin, où cette pensée universelle après imprègne et les gouvernements n'ont qu'à choisir. Avec l'appui bien sûr de financiers qui partagent cette doxa. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Patrick. Merci pour cette remontée de souvenirs quand même. Mais c'était quand même un moment et on entend aussi la joie de nos jeunes qui passent le bac en ce moment. Malgré tout, ça reste une étape. C'est peut-être pas comme avant, mais ça reste une étape. Augustin, merci Patrick. Et puis vous voyez, vous faites un petit peu de philo, Patrick. Ça va plaire à votre ancien professeur. On part tout de suite à Perpignan avec Herriot qui veut nous parler d'un autre sujet qu'on a abordé. Bonjour Herriot. Oui, bonjour. Bonjour Herriot. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui, je souhaitais reparler de la vaccination obligatoire. Oui, on l'a abordé tout à l'heure avec nos soignantes. Oui, tout à fait. J'aimerais rétablir quelques vérités. Déjà, il y a eu une lettre publiée de médecins, ça doit être dans le JDD ce week-end. Figaro. Voilà,
C'était Figaro, non? Alors, il y en a eu plusieurs, mais celle dont vous devez parler, c'est le JDD. Alors, est-ce que c'est la tribune des 96 médecins? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, le les JDD. 96 médecins. Voilà. Alors, lorsque vous faites le total des avantages en nature payés par le laboratoire, on arrive à 8 millions d'euros. Hein. Donc ça, c'est la remarque. Et chaque médecin qui intervient doit donner ses liens avec les laboratoires. Donc c'est pour. Alors moi, c'est transparent. Voilà, donc là, ça représente 8 millions d'euros quand même de dons de laboratoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut dire aussi les vérités. Pour l'instant, nous n'avons pas de vaccin. Ce sont des injections qui sont en étude jusqu'en 2023. Donc le vaccin, c'est lorsqu'il aura une autorisation de mise sur le marché définitive. Là, nous sommes sur une mise sur le marché conditionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont en phase de test. Et les derniers tests... non, vous pouvez pas... Enfin, pardonnez-moi, mais où est-ce que vous avez eu cette source que c'était encore conditionnel vous allez sur l'agence sanitaire du médicament et vous verrez, et dans les modes d'emploi des vaccins, vous avez toutes les dates de chaque vaccin. Donc le plus loin, ça doit être janvier 2023. Il y a une date de fin, c'est-à-dire que le produit ne peut pas être utilisé ad vitam aeternam, évidemment. Enfin, j'imagine. Hein. Je suis pas spécialiste, mais je n'ai pas entendu ou lu que c'était sur le marché provisoire. Oui. Voilà, c'est une mise sur le marché conditionnelle. Donc conditionnel, ça veut dire que s'il n'y a pas de médicament, vous pouvez continuer vos études. Ça, c'est ce que veut dire le mot conditionnel. Oui, et puis ça veut dire aussi, pardonnez-moi, mais ça veut dire peut-être aussi qu'il faut continuer, puisqu'il y a des variants qui arrivent. Hein. Le nouveau qui pointe son nez, c'est le Delta, mais c'est aussi le Lambda qui semble arriver en Europe. Donc on voit aussi qu'il y a des études qui sont faites au long cours pour voir la réaction des vaccins à ces variants. Oui, mais bon, le variant Delta, apparemment, ce qu'on nous dit, c'est que ça ressemble à une petite grippe. Hein. Voilà. Donc il faut et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas l'imposer étant donné que personne n'est responsable. Le laboratoire n'est pas responsable, l'État n'est pas responsable, celui qui fait l'injection n'est pas responsable. Donc pour que ça devienne obligatoire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Donc ça veut dire que si l'État dit le vaccin sera responsable pour les infirmières, par exemple, ils prendront la responsabilité de l'injection, c'est-à-dire qu'en cas de effet secondaire. Rio, qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissez Irène Frachon, qui est quand même une des lanceuses d'alerte les plus connues, et qui dit ce vaccin est utile. Moi, je me base sur les chiffres. Par exemple, vous allez prendre le Sénégal. Non, mais je vous parle d'Irène Frachon, qui est une autorité, puisqu'elle a révélé le scandale du Mediator. Rapidement, parce qu'on me dit qu'on arrive au bout de l'émission, mais est-ce que vous entendez ça ou vous ne l'entendez pas? Je l'ai entendu, oui, ce matin. Mais bon, voilà, elle donne son point de vue. Moi, je prends les chiffres. Sénégal, 61 morts par million d'habitants. Et nous sommes à 1700 morts. Donc voilà, donc il y en a qu'on soignés avec des médicaments, ils sont à 61 morts par million d'habitants. Nous, on a refusé les médicaments, on est à 1700 morts. C'est tout, c'est un constat. Je suis pas non mais on l'entend aussi, Rio. Merci beaucoup. On est pris par le temps malheureusement et on continuera cette discussion avec vous également au 0826 300 300. Certainement dans les vrais mots avec Philippe Rossi tout à l'heure à 17h, mais nous demain aussi, Augustin, on a rendez-vous avec nos auditeurs. Absolument, on a rendez-vous avec nos auditeurs et puis on va parler d'un autre scandale pharmaceutique, le scandale des antidépresseurs. En tout cas, merci Christine, merci à nos auditeurs au 0826 300 300. Et puis je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur sudradio.fr.